que ça se fera ensemble. Quelques questions rapides. Laurent Fabius vous a dit partage des rôles, à vous Michel Rocard la candidature, à moi la rénovation, mais après les législatives. Alors est-ce que vous, Michel Rocard, vous prendrez quand même une part active à cette rénovation à l'intérieur même du Parti Socialiste? Et pourquoi voulez-vous que je renonce à mon droit de proposer? Tout ça a été une vision un peu trop personnalisée des charges. Proposer certes, mais agir c'est... justement, c'est la question de personne. Puis faire voter, oui. Tranquillisez-vous, je connais la mécanique et je n'y serai point maladroit. Alors, la recomposition que vous proposez, est-ce qu'au fond, à l'aboutissement, c'est une sorte de fédération entre différents partis, entre différents mouvements, où viendraient s'agréger différentes aussi personnalités, ou est-ce que c'est un nouveau parti tout neuf? L'essentiel, c'est de savoir ce qu'on veut. C'est donc d'être capable, très nombreux, venant de diverses origines politiques, mais d'abord de chez les socialistes, enfin d'abord parce que c'est le plus gros paquet, mais pas seul, de loin pas, de définir les objectifs de la transformation, de l'évolution de la France d'aujourd'hui. Ça, c'est la charte commune, et à partir de là, qu'est-ce qu'on en fait ? À partir du moment où on définit les objectifs, on voit qui est prêt à travailler derrière ces objectifs, et c'est à partir de ce moment-là seulement qu'on peut définir les formes institutionnelles qui peuvent, vous l'avez dit, avoir une allure un peu fédérale, ou être une formation assez souple mais unifiée. Je crois qu'il est prudent de partir avec une idée fédérale dans la tête, mais ce que je sais bien, c'est que tout ça se fera si personne, y compris moi, ne prétend imposer d'avance une vision préfabriquée. Et alors ça se fait, vous l'aviez dit tout à l'heure, dès le 29 mars, donc juste après les législatives, ou est-ce que ça ne peut se faire qu'au moment des présidentielles, c'est-à-dire dans 2 ans? Madame Sinclair, c'est un processus. Ce qui doit commencer dès le début d'avril, dès la fin des législatives, c'est la mise à l'ordre du jour, c'est l'ouverture de la réflexion. Il me paraît clair que pour ce que je peux représenter et engager moi, c'est-à-dire les socialistes, la mise à l'ordre du jour et l'inventaire des choses à faire, ça doit être fait très vite dès avril, et qu'il nous faut un congrès rapidement, je pense juin, enfin quelque chose comme ça. C'est pas à moi de le décider, mais c'est à moi fermement de le suggérer. Donc un congrès avancé. Mais encore une fois, j'insiste sur le fait que s'il ne se produit pas des choses équivalentes chez nos amis écologistes, bien entendu, dans la mouvance radicaux de gauche, centristes, ADD, etc., ceux des centristes qui vont se trouver vraiment malheureux d'avoir donné leur voix et participé à une alliance assez peu européenne et assez peu convaincus de devoir à gérer puissamment le franc comme il l'a été ces dernières années, ces centristes-là, il suffit qu'ils disent qu'ils veulent participer au combat pour la transformation sociale du pays pour qu'on puisse travailler ensemble. Alors, il y a un certain nombre de gens qui disent Michel Rocard, il oublie qu'il a été Premier ministre de François Mitterrand et qu'il a gouverné la France pendant 3 ans, de 88 à 91. Oh, Dieu, non. Alors, je voulais d'ailleurs à ce sujet montrer cet excellent livre de Jean Pauluchon, qui était votre directeur de cabinet, qui s'appelle Jour tranquille à Matignon, publié chez Grasset, justement, où il raconte de manière très vivante les déceptions, les enthousiasmes, les coups de cœur, les coups de colère aussi d'une gestion à Matignon. Mais on a l'impression à le lire qu'on se dit, mon Dieu, que la France était belle sous Rocard. Alors, est-ce qu'elle était vraiment si belle que ça? Est-ce que vous avez pas votre part d'autocritique, puisque vous la faites généralement pour les mouvements socialistes et pour les socialistes? Qu'est-ce que vous dites comme autocritique, Rocard? J'ai ma part d'autocritique, naturellement. Et d'ailleurs, Jean-Paul lui-même, de temps en temps, hein. Oui, puis il fait aussi une autocritique collective. Écoutez, je dirais simplement ceci. D'abord, quand j'ai quitté Matignon, nous n'étions naturellement assurément pas persuadés de gagner ces élections législatives, mais personne au monde n'aurait déclaré qu'elles étaient perdues d'avance. C'est après que ça s'est dégradé. Voilà mon opinion pour le moment où je m'en vais. Cela étant, nul n'est parfait, nous avons beaucoup travaillé, il y a des choses qui ont été imparfaites. Je dirais la principale, qui est que même si je me suis beaucoup donné sur ce thème et si j'ai beaucoup travaillé, j'aurais dû probablement pousser à la réforme de l'État, au changement du fonctionnement de l'État, encore plus vite et plus fort que je n'ai fait. C'est tout à fait important et je crois qu'on pouvait sans doute bousculer les routines, les procédures, des règles, des habitudes, plus encore que je n'ai fait. Car c'est aujourd'hui d'un mauvais fonctionnement de leur République, donc de leur État, que les Français se plaignent. C'est le plus important à mon sens. Alors, dans un instant, la suite des commentaires de Michel Rocard, notamment sur les affaires et sur le programme de la droite. À tout de suite. Mardi, dans Durant la nuit, un sujet vraiment. La vulgarité est-elle à la mode?
Guillaume Durand tentera de répondre à cette question avec tout un tas de... pour donner leur avis. Ne soyez pas... Un rendez-vous impertinent à ne pas manquer. Durant la nuit, la vulgarité est-elle à la mode? Mardi 22h45 sur TF1. Reprise de 7/7 en compagnie de Michel Rocard. Il n'y a pas eu que le discours de Montlouis qu'a prononcé Michel Rocard cette semaine, mais aussi un projet de réforme de la Constitution, une rencontre à Fréjus et la marque aux 3 bandes qui a fait beaucoup parler d'elle, Claire Auberger et Alain Badia. Les affaires ou la politique? Bernard Tapie a choisi Adidas, c'est fini. Le ministre de la Ville cède sa place à Robert-Louis Dreyfus et sa participation pour plus de 2 milliards de francs à un groupe d'investisseurs privés et publics. 3 entreprises nationalisées doublent leur part de capital, un rachat qui provoque aussitôt une vive polémique. Persuadé que les repreneurs publics ont agi sur ordre de l'État, l'opposition réclame une enquête parlementaire. Bernard Tapie se défend d'avoir bénéficié d'un traitement de faveur et menace de porter plainte contre ceux qui insinueraient le contraire. Ni une 6e République, ni même une 5e bis. Le comité consultatif, présidé par Georges Vedel, propose à François Mitterrand un simple rééquilibrage des institutions. Refusant de réduire le mandat présidentiel, les sages préconisent des mesures pour renforcer les pouvoirs du Parlement. Obligation pour tout nouveau Premier ministre de se soumettre à un vote de confiance, instauration d'une session parlementaire unique de 9 mois et interdiction de cumuler les mandats de députés et de maires d'une grande ville. À noter également une innovation, le référendum d'initiative minoritaire, une procédure engagée par 1/5 des parlementaires et 10% des électeurs. La question serait contrôlée par le Conseil constitutionnel. Fort de ces suggestions, le président devrait rapidement boucler un projet de loi pour le soumettre au Parlement. Le sort de la révision constitutionnelle dépendra alors du bon vouloir de la nouvelle majorité. François Mitterrand et François Léotard côte à côte à Fréjus. À la veille d'une cohabitation annoncée, la visite du chef de l'État à un Premier ministrable a de quoi faire jaser. Pourtant, cette rencontre revêt un caractère tout ce qu'il y a de plus officiel. Le chef de l'État est venu inaugurer le mémorial des guerres d'Indochine. Le maire de Fréjus a tenu à l'en remercier. Son cadeau, un buste d'Hermès à 2 faces, qui symbolise le dieu de la ruse et du mensonge, mais aussi celui de l'élevage et de l'agriculture, au choix. Merci, en tout cas. Le parquet a tranché, le prêt accordé à Pierre Bérégovoy n'a rien de frauduleux. Il n'y a donc pas lieu d'ouvrir une information judiciaire sur le million prêté sans intérêt par Roger Patrice Pelat au Premier ministre, à l'époque député de la Nièvre. Le juge Jean-Pierre est prié de s'en tenir au seul fait dont il a été à l'origine saisi, les fausses factures d'une société sartroise. La riposte est immédiate. Dans une lettre au président de la Cour d'appel d'Angers, le juge Manceau accuse le garde des Sceaux d'avoir bloqué la procédure alors que le dossier est à ses yeux loin d'être clos. Le prêt a-t-il été remboursé? Y a-t-il eu contrepartie? Faute de pouvoir en savoir plus, le magistrat demande à être dessaisi de l'ensemble du dossier. À la justice de se prononcer sur ce conflit, affirme Pierre Bérégovoy, qui répète n'avoir rien à se reprocher. Le procès Péchinet aura lieu avant l'été. Au terme de 4 ans d'enquête, le juge Édith Boisette renvoie 9 des inculpés devant le tribunal correctionnel. Parmi eux, Alain Boublil, ancien directeur de cabinet de Pierre Bérégovoy aux finances, et Samir Traboulzi, homme d'affaires libanais proche du pouvoir, comparaîtront pour délit d'initié. On leur reproche d'avoir divulgué des informations confidentielles sur le rachat en 88 de la société Triangle par Péchinet pour permettre à leurs amis de faire de substantiels profits. Principaux bénéficiaires, Roger Patrice Pelat, l'ami personnel du président décédé en 89, et Max Terrel, l'ancien patron de la FNAC. Soupçonné d'avoir réalisé 8 millions de francs de plus-value, il comparaîtra pour recel de délit d'initié. Michel Rocard, est-ce que c'est pas à cause des affaires, plus encore qu'à cause des promesses non tenues, que les électeurs de gauche se sont enfuis? Si, largement. Et tout ça, moi, me navre. J'ai toujours eu comme conviction, et j'ai plus que jamais, qu'on entre en politique pour servir et non pas pour se servir. Et j'ai été scandalisé que la justice soit si lente à condamner le maire d'Angoulême, Boucheron, qui est puisé dans la caisse.
Je suis heureux que le projet qu'on ferait mieux La justice adapté- et le Parti socialiste, hein, qui Alors, l'a gardé trop longtemps dans ses rangs. Pauvre parti. Or, si vous voulez bien vous souvenir, j'ai été le premier, moi, à le vider de mon gouvernement. Il avait été nommé le 10 mai 1988, personne ne savait rien, j'ai eu assez vite des informations, dehors, tout de suite. Voilà pour ce qui me concerne, il se trouve que je suis un socialiste relativement influent. Le pauvre Parti socialiste, le pauvre, le malheureux, comme s'il était pour quelque chose dans tout ça. Ça se passe autrement et ailleurs. Non, et je souhaite qu'arrive vite ce projet qu'on appelle Péchinet, il vaudrait mieux l'appeler Triangle, puisque le délit d'initié joue sur l'action triangle et ça ne compromette pas le grand don d'une immense entreprise française bien gérée et qui aide à notre balance des paiements. Pour tout vous dire, vous me demandiez tout à l'heure si je faisais des autocritiques. Je vais vous en dire une. Lorsque tout ça a commencé à être... certaines de ces affaires nauséabondes pendant que j'étais à Matignon, j'ai complètement fait confiance aux procédures habituelles. Je ne suis pas un spécialiste de la chose judiciaire. Je me suis dit que normalement la justice de mon pays devait régler ses affaires, et moi j'ai mis toute mon énergie, tout mon temps, à nettoyer les écuries d'Augias et à faire renforcer les pouvoirs de la commission des opérations de bourse, grâce à laquelle d'ailleurs on commence maintenant à avoir une bourse assainie, il n'y a plus de scandale depuis, à rédiger cette loi difficile sur le financement des partis politiques et des campagnes électorales, qui est maintenant celle qui nous régit, Oui, et qui me laisse espérer que nous aurons la paix avec ce genre de problème. Accompagné d'une amnistie, vous le reconnaîtrez, qui a été pour beaucoup dans l'opinion que les gens avaient d'une classe politique blanchie, même si elle a été mal comprise. Anne Sinclair, Et peut-être était-ce maladroit. il se trouve que l'article amnistiant, il est d'origine parlementaire et qu'il n'était pas dans mon projet. Et il se trouve que cet article amnistiant exclut les parlementaires. Il faudrait peut-être le répéter. C'est exact. Je n'aurais jamais accepté, vous entendez, jamais accepté que cet article amnistiant les chefs d'entreprise et les salariés des partis politiques qui ont été mêlés à ces affaires amnistie aussi ceux des élus qui avaient tripatouillé. Je ne suis pas comme ça. Et les écuries d'Augias sont, je crois, maintenant assez bien nettoyées. Nous tenons les outils d'un assainissement de la France. Reste que, c'est vrai que je ne me suis pas assez personnellement occupé d'accélérer les procédures, les poursuites, mais il n'était pas venu à l'idée que ce fût ma tâche. En tout cas, c'est un de mes regrets. Alors, à ce Car sujet, tout cela nous a compromis gravement. je voudrais montrer ce livre, qui est une réédition d'un livre de Vercors, le grand résistant Vercors, qui est une biographie d'Aristide Briand, s'appelle Moi Aristide Briand, et vous l'avez préfacé, Michel Ancard. Ce livre va sortir, je crois, cette semaine en librairie, et vous l'avez préfacé parce que, dites-vous, c'est précisément sur l'éthique. Et vous dites la politique n'a de sens que si elle s'appuie sur une éthique, et elle peut être noble, et il convient de s'y engager pour préserver la noblesse. Tout à fait. J'avais beaucoup aimé le livre, que j'ai lu il y a plus d'une dizaine d'années maintenant. Et quand Madame Vercors m'a fait l'amitié et l'honneur de me demander une préface, j'ai été confondu de joie. Et du coup, elle a beaucoup travaillé, cette préface. Alors, continuons sur les affaires. Adidas Tapie, vous dénoncez ou vous défendez Bernard Tapie? Écoutez, là, j'ai beaucoup réfléchi. Soyons bien clairs. Ces histoires d'affaires, il faut en finir. Il faut donc que tous les coupables soient punis. Ça veut dire mettre en cause la liberté et l'honneur d'un certain nombre de gens. Alors, il faut faire attention à ce qu'on dit et être très précis. Premier élément, un chef d'entreprise devient ministre. Il est donc sage et nécessaire, à mon avis, qu'il vende son entreprise. Oui, il l'avait dit d'ailleurs, il choisirait les affaires, la politique, il a choisi la politique. Pourquoi pas? J'ajoute que s'il ne l'avait pas vendu rapidement, j'aurais été inquiet pour les travailleurs de l'entreprise, pour l'emploi dans Adidas. Et tout ça est réglé. Le repreneur est une personne privée, parfait. Et j'avoue que si moi aussi je m'étais trouvé banquier public, possesseur d'un petit peu de capital dans Adidas, en voyant un chef d'entreprise qui s'occupait plus de l'entreprise, je n'aurais eu de cesse que d'accélérer la vente. Et si le repreneur privé manque un peu d'argent pour acheter toute l'entreprise, j'aurais sans doute accepté d'en rajouter un peu pour sauver les emplois, l'entreprise, et mettre fin à la direction de M. Tapie, puisque lui-même voulait vendre. Donc c'est pas choquant, selon vous, que des organismes publics, justement, aient pris une part plus importante dans une entreprise qu'a cédé un ministre? Eh bien, je ne trouve pas. Il se trouve que je ne trouve pas. La SNCF prendrait une participation dans les autocars qui desservent la zone de Conflans, que je ne serais pas scandalisé. Nous sommes une société où se mélangent en effet des choses du public et des choses du privé. Et je dis cela parce que j'entends pouvoir condamner sans pitié politiquement. Je ne suis pas juge, mais être solidaire des condamnations les plus sévères
pour tous ceux qui ont déshonoré et leur pays et le nom qu'ils portent. Et pour moi, le nom de socialiste, c'est un beau nom. Mais alors, attention à ce qu'on fait. Et là où est le délit? De quoi parle-t-on? Il a sa place, Bernard Tapie, dans le Rassemblement Rocard de demain? C'est à lui de dire quels objectifs il poursuit dans la vie, en fonction de qui, avec qui. Il a peut-être à apprendre un peu de travail d'équipe. C'est un grand solitaire. On va le voir arriver dans la transformation sociale. Alors, l'affaire du prêt de 1 million de francs à Pierre Bérégovoy. Le procureur du Mans a dit que Pierre Bérégovoy n'avait commis aucun acte frauduleux. François Mitterrand s'est indigné du procès fait à son Premier ministre. Est-ce que pour vous, il y a eu exploitation politicienne ou est-ce que c'était une faute politique de la part de Pierre Bérégovoy d'accepter un prêt sans intérêt? Pierre Bérégovoy, que, à ma connaissance, personne ne prend pour un malhonnête homme, c'est aujourd'hui fort bien. Il le dit d'ailleurs, qu'il a commis une maladresse. Qui tient plus à la personne qui l'a aidé dans un dépannage. Mais, de vous à moi, premièrement, quand un homme politique en est à l'emprunt pour sa résidence principale après une longue carrière, c'est justement qu'il ne s'est pas enrichi. Et deuxièmement, je trouve quand même qu'il y a un peu de poids de mesure. La même semaine, on entend mettre en cause ce Premier ministre en exercice pour un emprunt qu'il a tenu à déclarer au fisc, qu'il a tenu à déclarer au notaire, et donc il n'avait pas engagé largement le remboursement s'il ne l'a pas tout à fait fini, de 1 million de francs. Et la même semaine, on apprend que quelqu'un d'autre, mais ce quelqu'un appartient à l'opposition, donc on en parle moins, dépense à moitié 500 000 francs pour une, dont on ne sait pas qui l'a payé d'ailleurs, pour des vacances de haut luxe. Vous parlez de Jacques Chirac, autant le nommer. Mon propos n'est pas d'agresser, mon propos est de faire vérifier qu'il y a bien de poids de mesure et qu'il y a une étrangeté, à tout le moins. 500 000 francs pour des vacances d'ultra-luxe, c'est autre chose, c'est une autre manière de vivre que celle d'emprunter pour sa résidence principale, même si le prêteur se trouvait peu recommandable. J'ai l'impression que Michel Rocard dirait que c'est pas parce que certains font des choses qu'ils n'apprécient pas que pour autant ceux qui en font d'autres sont blancs comme neige. Enfin, c'est pas la comparaison qui fait qu'un acte est convenable ou qu'il ne l'est pas. Dans les deux cas, nous ne sommes pas, semble-t-il, dans le délictuel, encore que, il faudrait savoir qui a payé pour ces fameuses vacances. Je maintiens que le commentaire est à deux poids deux mesures, et ça peut très bien s'expliquer, c'est tout ce que j'ai voulu dire. L'esprit de ce que je dis là n'est pas d'excuser jusqu'à la maladresse, encore que la maladresse n'est pas malhonnêteté. L'esprit, c'est que si on veut punir, couper, mettre un terme à tout cela, il faut être précis. Il faut diagnostiquer les fautes pour les sanctionner. Et quand il y a crime, c'est pas la même chose que quand il y a maladresse. Alors, le rapport du comité consultatif constitutionnel remis au président de la République en vue d'un projet de révision de la Constitution, en gros, c'est une revalorisation du rôle du Parlement et du gouvernement, sans doute un peu au détriment du président de la République. Ça vous va pas? Je crois que c'était la bonne direction, oui, tout à fait. Trop de choses dans la vie politique française sont trop centrées sur l'élection présidentielle, la présidence de la République, le président de la République, tout seul et isolément. Ça remonte à son fondateur et l'écriture de la Constitution, mais c'est trop. Qu'on n'ait pas touché au mandat présidentiel, ça vous dérange pas? Anne Sinclair, le rapport de ce comité va être soumis à une immense délibération parlementaire et il ne fige rien. Bien sûr, mais la réflexion des sages... Ce que dit le comité, c'est qu'ils sont partagés là-dessus et qu'ils n'ont pas pu mettre une majorité. Moi, je vais vous dire mon sentiment. Les Français ont maintenant la perception que ce septennat est long et je crois qu'il n'y a vraiment que des avantages. Et j'ai vu que maintenant des inconvénients que je n'en vois plus. Après mes réflexions, à venir au quinquennat renouvelable. J'en suis pour ma part partisan. C'est-à-dire que si projet de loi déposé à l'Assemblée est donc amendé par un certain nombre de députés, si vous êtes élu, vous serez entré dans ce sens. Bien. Olivier Duhamel faisait partie de ce comité consultatif constitutionnel comme professeur de droit et ressort aux presses universitaires de France son livre « La gauche et la Ve République ». Ça me paraît d'actualité de le montrer aujourd'hui avec vous, notamment la gauche a-t-elle refusé la Ve République, l'accepte-t-elle et peut-elle l'utiliser? C'est les questions posées dedans, ça me semble d'actualité. Ce fut long, mais il faut l'utiliser pour le plus grand bien de la justice sociale. Alors, vous avez dit dans votre discours de Montlouis, le problème, c'est pas la droite, c'est nous. Néanmoins, il faudrait quand même peut-être parler un petit peu de la droite. D'abord, peut-être une chose, Édouard Balladur a dit, nous, on a un projet, la gauche, elle a qu'un bilan. Alors, où est le projet, en effet, à gauche? Alors, le
projets à gauche, si vous voulez bien. Il est temps de venir, c'est ce que vous avez dit. Défricher les thèmes que j'ai abordés à Montlouis. Il faut tout de même pas passer par pertes et profits. Le très bon texte, mais il est gros, il est 200 pages, tout le monde l'a oublié. Les projets socialistes. Qu'ont élaboré ensemble et adopté les socialistes au congrès de l'Arche, c'était à peu près Noël. Il est bon ce texte, il est plein d'idées. Il dit sur l'éducation nationale, sur la justice, dont nous n'avons pas parlé, sur la réforme de l'État, sur l'aménagement du territoire. Il dit plein de choses utiles. Alors, le programme de la droite. Alors, la plupart des socialistes et vous-même, vous lui avez approché de ne pas être chiffré. Et Jacques Chirac a répondu cette semaine, on ne connaît pas aujourd'hui la situation exacte que la nouvelle majorité va trouver en arrivant aux affaires. Anne Sinclair eut une remarque préalable et puis le fond de ce problème. La remarque préalable, quand Jacques Chirac dit on ne connaît pas la situation réelle, il se moque du monde. La France dispose de toutes les institutions comptables, il y a une cour des comptes, il y a l'Institut national de la statistique dont personne n'a jamais mis en cause la crédibilité. Tous les chiffres sont largement publics et c'est vrai que la crise économique nous a affaibli nos recettes fiscales. Il faut savoir que l'État reçoit actuellement chaque année en impôts autant qu'il y a 3 ans et pas plus. C'est ça la crise. C'est ça la crise et c'est ça qui fait le déficit. C'est dramatique. Chirac se moque un peu du monde. Vous me posez la question de savoir que penser de cette plateforme de la droite. Et j'ai envie de vous dire qu'on a là un petit problème de démocratie, dans l'art de vivre ensemble en France. Bon, ils sont la droite, je suis de gauche, je ne peux qu'être contre. Donc on va user normalement, tout le monde attend que je dise que je suis contre, et nous sommes dans la banalité. Et ça ne fait avancer personne, puisque dans la mesure où je suis de gauche, je ne peux pas être pour cette plateforme, tout le monde est bien convaincu, ce que je vais pouvoir dire n'aurait aucun intérêt. Si vous disiez ça, vous étiez pour. Alors je vous dirais, j'aurais aimé pouvoir avoir une élégance de respect d'un document ou d'un travail. Je vais donc dire ce que j'appellerais une tristesse démocratique. On peut penser beaucoup de choses, mais produire ce document, quand on se croit sûr de gagner, je travaille au contraire, mais enfin, cette droite a écrit, elle se pensait sûre de prendre le pouvoir et de gagner les élections prochaines. Elle avait donc la possibilité d'annoncer la couleur et elle se croit même assez sûre pour annoncer ici ou là des choses difficiles ou pas nécessairement agréables. Eh bien, rien. Le thème central, l'emploi, il faut dégager des charges pour les entreprises. C'est juste. Et d'ailleurs, pour ma part, j'ai fait diminuer les impôts d'État de 30 000 milliards, essentiellement sur la production, pendant les 3 ans où j'étais à Matignon. Fin de la parenthèse. Bravo, très bien. Que faire? Budgétiser les allocations familiales. Bonne idée. 130 milliards de francs. Supprimer ce fameux décalage d'un mois de la TVA, pas de détail, 80 milliards de francs. 210 milliards en tout. Supprimer pas mal des impôts qui tombent sur les PME, PMI. Ils ont raison. 230, 240 milliards d'impôts. Comment on finance? Ah, c'est pas dit. Si, ils disent ils espèrent la croissance et les recettes de privatisation et au moins de dépenses de l'État, mais on n'a peut-être pas le temps de... Je ne peux pas rester au milieu d'une démonstration non finie. Ils espèrent la croissance, nous aussi. Bon, elle ne résout pas ça. Et d'autre part, les privatisations, dans le marché déprimé où nous sommes, s'ils font 10 milliards par an, ce sera très bien. Je dis simplement que ajouter la phrase qu'ils écrivent ailleurs, et on réduira le déficit, c'est quand même un peu, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Mentir aux Français, c'est objectif, lisez-le. Ils mentent aux Français. Et or, sur le point central, ils vont les baisser ces impôts ou ils ne vont pas les baisser? Ben, la vérité de leur écriture, c'est qu'on n'en sait rien. Et qu'ils ne peuvent pas annoncer ce qu'ils feront. Et ils disent des choses contradictoires, puisqu'ils engagent aussi plein de dépenses nouvelles. Alors je trouve que c'est dommage et que la démocratie française mérite mieux. Mais je n'ai pas assassiné comme n'importe quel enragé partial par principe. J'aurais aimé leur faire un peu plus crédit. Fin de la semaine, très vite, Michel Rocard, Mitterrand, Clinton, la Bosnie, Claire Auberger, Alain Badia. Sarajevo, la survie au quotidien. Le froid, la faim, la peur des combats et des tirs des snipers qui prennent pour cible une rue au hasard. Au bout d'1 an de guerre, la situation dans la capitale est comme dans le reste du pays, désespérée. D'autant que dans ce conflit d'un autre âge, l'aide humanitaire est devenue une arme. Les Serbes bloquent les convois à l'est de la Bosnie. En signe de solidarité, les musulmans refusent l'approvisionnement de Sarajevo. Pour mettre chaque partie en face de ses responsabilités, le Haut Commissariat aux réfugiés a suspendu pendant 3 jours toute assistance internationale avant d'être rappelé à l'ordre par le secrétaire général de l'ONU.
Le Conseil de sécurité, lui, s'est borné à prolonger le mandat des casques bleus, mais en leur offrant, cette fois, la possibilité de recourir à la force pour assurer leur sécurité. L'Amérique à l'heure des sacrifices. Bill Clinton présente au Congrès un programme d'austérité sans précédent. Augmentation des impôts sur les hauts revenus, nouvelles taxes sur l'énergie, diminution des dépenses de l'État et une mini-relance des travaux publics. L'objectif est de réduire de 500 milliards de dollars le déficit budgétaire d'ici 4 ans. Si on ne fait rien aujourd'hui, nous ne reconnaîtrons pas notre pays demain, affirme le président après avoir lancé un vibrant appel au patriotisme. Un discours très applaudi, mais le vote du Congrès est loin d'être acquis. Pour réussir, Bill Clinton devra avant tout convaincre l'opinion publique que le changement promis passe d'abord par une cure d'austérité. À cause de la campagne électorale, vous offrez vos antennes à tout moment. Alors, dans cette contradiction générale, je voudrais bien pouvoir dire mon mot. C'est chose faite. Sur France 3, 2 soirs de suite, François Mitterrand répond aux questions des Français. Le chômage, l'une des solutions est le partage du temps de travail et pourquoi pas la semaine de 35 heures. Le programme de l'opposition, évacué en 2 mots, pas sérieux. La cohabitation, si la politique de la droite lui paraît inacceptable, les Français seront appelés à trancher. Enfin, les affaires, là, le président contre-attaque. Selon ses calculs, sur 58 personnes incriminées, plus de la moitié sont de droite. Puis il s'indigne de la façon dont sont mis en cause Pierre Bérégovoy, Laurent Fabius et Bernard Tapie. Très critique sur cette intervention, l'opposition estime qu'à partir du moment où le président s'engage personnellement dans la bataille, il devra en tirer toutes les conséquences. Michel Rocard, j'aurais aimé vous interroger sur Bill Clinton, l'Amérique, l'Europe, mais enfin ce sera pour une autre fois. L'essentiel, on avait compris ce soir que c'était la France. Un mot sur la prestation de François Mitterrand. Il s'est engagé dans la campagne, Édouard Balladur entre autres, lui dit tant pis si la sanction qui frappe les socialistes le frappe lui aussi. Qu'est-ce que vous dites? Je veux dire, c'est bien normal. Enfin, la Constitution de la République française ne fait pas du chef de l'État un neutre, et moins encore un eunuque. Enfin, il s'engage, c'est bien normal, et par conséquent, il fait partie des combattants qui seront sanctionnés. Mais je veux dire, c'est l'évidence même, c'est notre vie publique. Alors, Michel Rocard, cette émission se termine. J'ai presque envie de vous dire, vous avez beaucoup ramé pour devenir candidat naturel du Parti Socialiste. Et puis, une fois que c'est fait, vous dites le Parti Socialiste, c'est fini. Alors, c'était la peine de vous donner tout ce mal pour arriver là? Je dirais d'un mot que c'est pas le problème du bâton de maréchal d'une personne dans sa carrière politique qui est posé, et que le dispositif de la présidentielle, il est acquis. Je suis candidat, à droite ils sont 2, ils se battent, ce qui ouvre la chance. Plus même. Oui, probablement beaucoup plus. Non, ce qui fait que la France ne va pas bien, c'est la manière dont on travaille entre la base et le sommet, et entre formations politiques. L'esprit de coopération politique n'existe plus guère. La convergence de toutes les collectivités territoriales avec une grande aventure nationale n'existe plus guère. C'est tout ça qu'il faut remuer. Et tout cela, il m'a semblé nécessaire de poser ces problèmes à tout risque, parce qu'autant une aventure exclusivement personnelle est plutôt, marginale, je veux dire pas méprisable, mais au moins marginale, alors que conduire une vaste aventure collective, quel bonheur. Merci Michel Rocard. Dans 8 jours, je recevrai Valéry Giscard d'Estaing, sans doute aussi un autre candidat à la présidentielle. Dans un instant, le journal de 20h de Jean-Claude Narcy avec les premières images des principaux matchs de foot de la journée. Merci à tous, bonsoir. Rassurant de jeunes